Bienvenue à tous. Que vous soyez jeune ou moins jeune, physicien nucléaire ou conducteur de bus, sans jugement bien sûr, vous êtes ici pour en savoir plus, en apprendre davantage sur le monde qui vous entoure. Chers vous édiciens, vous édiciennes, bonsoir. Comment se porte votre bonne humeur? Pour ce mercredi, nous allons voir un sujet un peu moins conséquent que les deux précédents, donc un peu moins long mais toujours aussi complet, une petite douceur en quelque sorte. Et toi, mon garçon, une petite douceur? Oh non. Cyclone, ouragan, typhon, ce sont des mots qu'on entend assez régulièrement, mais sait-on à quoi ils correspondent réellement? Comprendre leur fonctionnement, c'est aussi comprendre l'impact qu'ils pourraient avoir dans le futur avec le changement climatique. Un cyclone, c'est un phénomène tourbillonnaire de pression centrale très basse. La pression étant la force qu'exerce le poids de l'air à la surface de la Terre. Ces phénomènes sont majoritairement créés dans les régions tropicales et c'est aussi à ces endroits qu'ils sont les plus violents. Ils sont tout de même aussi présents dans les autres régions du monde. Dans l'hémisphère sud, le cyclone va avoir une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et à l'inverse dans l'hémisphère nord. Dans sa globalité, un cyclone peut atteindre une taille de 500 à 1000 km de diamètre. En son centre se trouve l'œil du cyclone, sur 30 à 60 km de diamètre, voire 150 km pour les plus gros cyclones observés. Et bizarrement, c'est la zone la plus calme. Des énormes masses nuageuses organisées en bandes spiralées convergent autour de celui-ci. Ces zones bien plus dangereuses sont caractérisées par une forte extension verticale des cumulonimbus, des vents très violents et de fortes pluies. La dépression va donc ensuite se déplacer dans une direction unique, à une vitesse en moyenne de 10 à 35 km/h, ou rester stationnaire et va disparaître au bout de quelques jours. Pour qu'un cyclone se forme, plusieurs ingrédients non désirables sont nécessaires. Premièrement, une mer, un océan, car il ne se forme que sur l'eau. Secondo, une température de la mer supérieure à 26,5 degrés sur un minimum de 50 mètres de profondeur. Troisièmement, une forte humidité, une instabilité atmosphérique et des orages, donc une zone déjà perturbée avec un faible cisaillement vertical des vents. Le cisaillement vertical des vents correspond à la variation de vitesse et ou de direction des vents en fonction de l'altitude. La structure symétrique et verticale du cyclone va pouvoir être conservée grâce à ce cisaillement faible et va donc lui permettre de se renforcer. Il doit aussi être situé sur une latitude de 5 degrés nord et 5 degrés sud. Cette localisation va permettre à la force de Coriolis de se mettre en place. La force de Coriolis, c'est le phénomène qui agit sur les objets en mouvement dans l'atmosphère, ici les masses d'air. Celles-ci sont déviées en approchant l'œil du cyclone. Cinquièmement, une surface très peu rugueuse, donc lisse à l'avant du cyclone, globalement une grande surface en eau qui permettra la réalimentation du cyclone en humidité. Et un peu de sucre en poudre. Billy? Mais qu'est-ce que t'es encore en train de faire? J'ai découvert comment un cyclone se créait, j'ai juste voulu faire une expérimentation. Mais t'es pas net, Billy. Tu t'es pris pour un sorcier ou quoi? Un cyclone est considéré comme tel lorsque la puissance des vents est à un minimum de 117 km/h. Avant cela, si le vent est à une vitesse inférieure à 63 km/h, c'est une dépression tropicale, et entre 63 et 117 km/h, une tempête tropicale. Dans la classification des cyclones, on retrouve 5 niveaux. Numéro 1, minimal, avec des vents de 117 à 153 km/h, et une pression supérieure ou égale à 980 hectopascales, se caractérise par des dégâts primaires et de très faibles inondations. Le niveau 2, modéré, avec des vents de 154 à 177 km/h et une pression de 979 à 965 hectopascales, entraîne déjà des dégâts considérables avec des endommagements sur la végétation et certains bâtiments et routes inondés. Au troisième niveau, dit étendu, les arbres peuvent être déracinés, les toits, portes et fenêtres atteints, les habitations proches des côtes détruites et on retrouve une forte inondation des sols et des routes. Le quatrième niveau, extrême, montre la destruction totale des végétations et de certains bâtiments et l'érosion majeure des plages. Toutes les habitations à 3 km du rivage doivent être évacuées. Au dernier, le cinquième, catastrophique, avec des vents supérieurs à 252 km/h et une pression inférieure à 919 hectopascales, tout est détruit. Les cyclones, sans compter les fortes rafales de vent qui peuvent provoquer des dégâts importants, ont aussi un large impact sur l'environnement marin. On retrouve des houles longues qui sont parfois observées jusqu'à 1000 km à l'avant du cyclone, mais aussi des surélévations anormales du niveau de la mer, appelées marées tempêtes, qui se rapprochent des dommages des tsunamis. C'est la conséquence la plus meurtrière des cyclones. C'est un meurtrier.
Des inondations éclairs sont aussi parfois observées sur les terres avec des quantités considérables d'eau jusqu'à 2000 mm lorsque les nuages sont encore chargés en eau. Enfin, certains chercheurs ont enregistré des phénomènes géophysiques engendrés par les cyclones. Ce sont des secousses de tempête appelées stormquakes qui correspondent à des vibrations dans le plancher océanique comparables à des séismes de magnitude supérieure à 3,5. Comme nous avons donc pu le voir, les cyclones sont globalement extrêmement dévastateurs et dangereux. Mais du coup, à quoi correspondent les termes d'ouragan et de typhon? Eh bien en fait, c'est très simple, cyclone, ouragan et typhon, c'est la même chose. C'est seulement une appellation que l'on donne en fonction de leur localisation. Typhon, c'est pour les cyclones des mers de Chine et de l'océan Indien. Le terme ouragan pour les cyclones tropicaux dans l'ouest de l'Atlantique Nord, la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique, le centre et l'est du Pacifique Nord. On a aussi les noms de Baguio pour les Philippines, cyclone tropical au sud-ouest de l'océan Indien et au nord de l'Australie, et Médicane pour ceux qui se forment au-dessus de la mer Méditerranée. D'un point de vue du changement et du dérèglement climatique, on pourrait s'attendre à voir de plus en plus de cyclones dans le futur. Mais est-ce que ce sera réellement le cas? Laura en août sur la Louisiane et Haïti, Paulette, René, Sally, Teddy et Vicky en simultané en septembre, ou encore Eta en novembre sur l'Amérique centrale, Cuba et la Floride, et Iota, le dernier de 2020 dans l'Atlantique Nord. Tant de noms accordés à tous ces cyclones plus ou moins dévastateurs. En moyenne, on en compte entre 30 à 90 chaque année dans le monde. Pour être tout à fait franc, il est difficile de savoir aujourd'hui s'il y aura davantage de cyclones dans les prochaines années. En effet, les études fiables et donc l'accumulation de données n'ont débuté que dans les années 70. Il est donc relativement complexe d'en déduire le réel impact du changement climatique sur l'augmentation du nombre de cyclones, bien qu'elle tende quand même à se stabiliser depuis 35 ans. La mer tend globalement à se réchauffer au fil du temps. Cependant, de récentes simulations montrent que les masses d'air dans les régions tropicales semblent se stabiliser avec deux couches distinctes dans l'atmosphère, les plus hautes étant celles qui se réchaufferaient davantage. Ce différentiel de température et cette stabilisation ne favorisent pas du tout la création de cyclones. Néanmoins, toutes les études sont formelles. Leur intensité devrait augmenter, donc avec plus de cyclones de niveau 3 à 5. Lorsqu'un cyclone est déjà formé, il aura tendance à se renforcer et gagner en énergie dans des zones plus humides, donc avec une atmosphère plus chaude. Les pluies, la puissance du vent et tous les paramètres dévastateurs des cyclones en seront démultipliés. Et aujourd'hui, il est cependant très difficile de contrer la totalité de ces phénomènes. L'objectif des chercheurs aujourd'hui est d'accumuler les connaissances et les données dans le domaine pour mieux prévoir les épisodes futurs et donc anticiper l'évacuation des habitants. Les zones côtières sont en général les zones les plus touchées. Il serait donc judicieux de freiner l'expansion industrielle et de la population dans ces régions et de travailler sur le renforcement des bâtiments existants. De plus, les mangroves qui facilitent le freinage des vagues et l'impact des cyclones sont fortement affectés par l'expansion et l'activité de l'homme. Des solutions pour les reconstituer ou du moins les remplacer peuvent aussi être explorées. Le Soleil, qui se trouve au cœur de notre système solaire, cache encore aujourd'hui bien des choses sur son activité. Pour comprendre comment fonctionne un peu plus le Soleil, il est important de préciser que celui-ci fonctionne sur des cycles de 11,2 années en moyenne, où son activité oscille entre un maximum et un minimum. Plus son activité est forte, plus des taches vont apparaître en nombre à sa surface et l'activité volcanique augmenter. La connaissance et la compréhension de ces cycles permet d'en savoir plus sur l'impact qu'il a eu sur le climat. Une équipe suisse de chercheurs physiciens de l'école polytechnique de Zurich en a appris un peu plus sur son fonctionnement. C'est 1000 années de son activité qui ont été retracées, et cela grâce au cerne des arbres. Hello, are you happy people? Une quantité très infime de carbone 14 est présente au sein de ces cernes, qui correspondent à une année, et varient en fonction de l'activité du Soleil. La demi-vie du carbone 14 étant de 5700 ans, il a été possible d'en déceler sa concentration dans l'atmosphère à une date précise. L'utilisation d'un nouvel outil a permis de calculer la variation de sa concentration. Grâce à la spectrométrie de masse par accélérateur, nous avons pu mesurer la concentration de carbone 14 à 0,1% près en quelques heures, avec des échantillons de cernes relativement faibles. Les
atomes de carbone 14 sont ensuite chargés électriquement puis accélérés grâce à un potentiel électrique. Ils rentrent et se déplacent dans un champ magnétique en compagnie d'atomes dits normaux de carbone 12. La direction empruntée par ces deux types d'atomes va être différente. Il sera donc facile de les dénombrer grâce à une analyse statistique et des modèles informatiques. Grâce à ces recherches, plusieurs points ont été affirmés. La régularité des cycles solaires est bien de 11 années environ. L'amplitude du cycle est plus petite pendant les minima solaires de longue durée. Des éruptions majeures se sont bien déroulées en l'an 993, en 1052 et en 1279. Et ces événements et dates pourraient être extrapolés pour nos temps aujourd'hui. Grâce à cette nouvelle technique, les chercheurs pourraient reconstituer 14 000 années d'activité solaire en utilisant les cernes d'arbres fossilisés. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire de la vidéo si vous avez des questions ou des remarques. Petit pouce bleu, activation de la cloche et abonnement. Je vous dis à bientôt les amis.